Bonjour et bienvenue dans Cotea, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Si je vous dis smartphone, ordinateur, tablette, vous pensez forcément technologie. Bien sûr, et quelle est la place justement de la technologie dans l'éducation de nos enfants? C'est le sujet Cotea du jour. Et pour ce faire, nous recevons sur le plateau deux acteurs clés de l'éducation et de la technologie au Congo-Brazzaville. Deux messieurs qui sont acteurs de l'école Giovanni et Mamie University, qui est le premier laboratoire de recherche en biotechnologie et en intelligence artificielle situé à Pointe-Noire. Donc là, je vais nommer monsieur Okanze Chris, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Chargé des programmes à la GMU. Vous allez me dire ce que c'est parce que GMU, pour moi, c'est après. Ok, il n'y a pas de souci. Et monsieur Limingi Narcia, qui est lui responsable des laboratoires. Bienvenue sur notre plateau Cotea. Merci, merci. Mais évidemment, je ne suis jamais seule. Je suis avec Elvie Gauthier. Bonjour Elvie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Madame Enchik, vous l'avez bien reconnue. Alors, monsieur Okanze et monsieur Limingi, on a plein de questions à vous poser parce que franchement, pour nous, c'est abstrait, hein, comme tous ceux qui nous regardent en ce moment. Intelligence artificielle, on entend parler de ça partout. Il y en a qui trichent aux examens avec l'intelligence artificielle. Ce matin, je regardais une émission, il y a une dame qui ne parlait pas depuis 20 ans et à qui on a fait une opération dans le cerveau. On lui a introduit des électrodes et ça permet justement de pouvoir parler, de communiquer avec l'extérieur grâce à l'intelligence artificielle. Alors la biotechnologie, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, on va pouvoir l'apprendre. Mais pour commencer, j'ai déjà une question principale à vous poser, c'est quels sont les principaux défis actuels en matière d'accès à l'éducation en fait en Afrique? Merci madame pour la parole. Effectivement, quand on parlera de technologie et d'éducation, en termes de défis, il faudrait voir les défis en termes d'infrastructure, okay, au niveau d'accès à l'infrastructure des écoles de proximité au sein des zones où il y a la demande pour étudier. Il y a aussi les défis en termes de contenu. À la fois, il faut adapter les contenus pour suivre l'évolution technologique, l'évolution scientifique, pour que, à la sortie, quand on formera les enfants, ils soient à même d'être consommés par le marché du travail. Donc nous pouvons voir ces deux dimensions-là. Nous avons les défis technologiques, les défis infrastructurels, et puis nous avons effectivement les défis en termes de contenu éducatif. D'accord. Quand je présentais tout à l'heure, alors j'ai prononcé le mot GMU sans... Oui. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Alors la GMU, c'est un sigle pour Giovanni and Mamie University. Nous sommes la nouvelle université au Congo spécialisée dans les biotechnologies et l'intelligence artificielle. L'université est récente, elle est jeune, elle ouvre cette année ses portes. Donc j'imagine que le but, c'est de pouvoir créer des cerveaux justement dans le domaine de la technologie sur le territoire congolais et même au-delà. Que je pense que on va forcément former des élites qui auront aussi brillé ailleurs. Et mais je me suis demandé aussi, est-ce qu'on a des exemples de réussite justement d'utilisation des TIC dans l'éducation en Afrique et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, quoi? Effectivement, sur la question, pour être concret, nous avons par exemple eu lors de la période du Covid ce qu'on appelait l'école à domicile, ce qui a permis les TIC d'apporter comme avantage aux enfants. Lorsque par exemple vous avez des contextes où la mobilité n'est pas possible, où on ne peut pas réunir les groupes d'étudiants, il y a les technologies d'apprentissage de visioconférence qui ont permis à nos enfants de suivre l'école à domicile depuis chez eux en se connectant. Il y a ce premier aspect. Et l'autre aspect, c'est au niveau notamment de l'assistance de l'enfant dans l'apprentissage. Nous avons des outils, des exemples d'outils d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de personnaliser l'apprentissage de l'enfant. Ce que nous faisons traditionnellement, c'est quoi? Nous avons par exemple un enfant, nous cherchons un prof qui vient encadrer l'enfant à domicile. C'est également possible de le faire avec les outils, c'est-à-dire qu'on va suivre l'apprentissage de l'enfant au quotidiennement, avoir des évaluations aussi pour permettre à l'enfant d'apprendre des notions, vraiment d'être dans l'approche personnalisée. Puisqu'on a parfois des enfants qui sont timides en classe, qui ont peut-être peur de s'exprimer. Mais avec ces technologies, ça permet aujourd'hui de suivre l'enfant, d'avoir une offre personnalisée, individualisée pour permettre à l'enfant de s'accrocher et d'interagir aussi avec les autres via des plateformes collaboratives. Alors, donc du coup, ça c'est... Alors là, pendant le Covid, j'ai bien compris, avec l'interdiction justement d'être mobile, on n'avait pas d'autre choix que de se connecter à nos ordinateurs pour pouvoir continuer l'école à la maison, comme on l'appelait. Mais est-ce que, quand vous parlez justement de la capacité de pouvoir en fait adapter la formation ou les cours à l'enfant, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a eu aussi pendant la période Covid des exemples concrets où ça a marché en fait, où ça a porté ses fruits? Oui, bon.
Au niveau de l'implémentation dans notre territoire, on ne l'a pas implémenté, mais il y a des possibilités d'implémenter cette technologie, c'est-à-dire nous avons par exemple, nous pouvons nous appuyer sur les rendements, les notes scolaires de l'enfant, suivre un peu ses résultats, non seulement au devoir, mais au niveau des petits exercices qu'on peut distiller avec l'enfant pour voir là où il a des difficultés en termes de compréhension, là où il a des difficultés ou des aptitudes en termes de pratique, pouvoir lui personnaliser. Un peu pour prendre l'analogie, c'est comme lorsqu'on fait des courses sur une boutique en ligne, on va avoir des recommandations de produits en fonction de notre historique d'achat. Ce sera le même principe, c'est qu'on va avoir en fonction des données historiques, ce que l'enfant comprend, les moyens, les résultats, pour voir renforcer là où il a des aptitudes et proposer des améliorations là où il a des faiblesses. D'accord. Tout ça, bien sûr, en connivence avec les personnes pour pouvoir suivre en interaction humaine également. C'est vrai que chaque enfant, et même nous-mêmes, on n'a pas eu les mêmes capacités dans toutes les matières. On n'était pas identiques, on n'avait pas forcément la même capacité de compréhension que nos voisins de classe. Mais c'est vrai que l'enseignant, il a une seule pédagogie pour toute une classe, mais il a une diversité de capacités en face de lui. Et je trouve ça très bien de pouvoir adapter, personnaliser en fait en fonction de chaque enfant. En fonction du potentiel. Ça tombe bien qu'on puisse en parler. J'aimerais rebondir juste comment cela peut être implémenté en Afrique. C'est vrai que ce sont des choses qui existent, qui pourraient se faire, mais selon nos contextes africains, où on sait que la connexion Internet, des fois, n'est pas accessible pour tous, comment en fait ce genre de système peut être implémenté sur le territoire africain? Oui, merci de la parole. Bon, j'aimerais d'abord peut-être revenir sur les défis, parce que sur les défis, il y en a un peu plusieurs. Comme mon collègue venant de le citer, nous avons d'abord des défis infrastructurels, et ça, surtout, ça impacte les zones rurales, les zones qui sont un peu en périphérie des villes. Et on remarque que dans ce genre de localité, il n'y a pas des structures ou bien des établissements scolaires. Il peut arriver qu'il y ait aussi des établissements scolaires, mais il n'y a pas des enseignants. Or, quand on parle d'éducation, il faudrait mettre ensemble l'apprenant et l'enseignant. On peut mettre des établissements scolaires, mais il n'y a pas d'enseignants qualifiés pour dispenser les cours. Ça aussi, ça peut être un problème. Et aujourd'hui, aussi avec des élèves, surtout au niveau supérieur, il y a les langues étrangères qui font des barrières. Tu peux faire ta licence, tu aimerais bien aller continuer tes études ailleurs, mais la langue te bloque. Ça aussi, ça peut être un défi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, avec par exemple la GEMI, qui est cette université, la Giovanni Nmami University, on verra qu'à partir de la 2e et la 3e année, il y aura des contenus notionnels qui vont être introduits, qui se feront en anglais. C'est pour préparer les futurs étudiants à faire face à ce genre de défis. Et il y a aussi des défis d'ordre matériel. Il peut arriver qu'on peut avoir des établissements scolaires, mais on n'a pas de bibliothèque. Et comment est-ce que les élèves vont avoir l'accès à l'éducation si on n'a pas de bibliothèque? Ça aussi sont des défis qu'il faudrait peut-être voir et peut-être chercher à résoudre. Et il y a aussi le matériel de laboratoire. Ça aussi c'est important. Aujourd'hui, nous avons des étudiants, surtout qui font de la science, telles que les biologies ou la physique. Mais quand on arrive, l'étudiant, il a un bagage intellectuel, des notions, mais ce n'est que de la théorie. Parce que ça manque des équipements de laboratoire. Donc il faudrait aussi penser à équiper des laboratoires. Et je crois que les élèves, une fois qu'ils ont des compétences théoriques, ils auront aussi des compétences pratiques. Ça c'est aussi important. Et aujourd'hui aussi avec la GEMI a pensé, voilà pourquoi la GEMI mettra en place aussi des laboratoires équipés en biotechnologie et en intelligence artificielle. Il y aura des ordinateurs à la disposition des enfants. Et tout ça c'est pour pallier en fait ces défis-là, pour permettre à ce que les jeunes soient... disons, on peut se comparer aussi à ceux qui sont dans d'autres pays ou bien d'autres continents. Ça, c'est aussi intéressant. Oui. Du coup, moi, en vous entendant parler, j'ai une autre question. On parle de quel âge? On parle là à partir de quel âge, en fait? Est-ce qu'on peut, justement, du coup, commencer à former un enfant au sein de la GMU, par exemple? Là, ça serait beaucoup plus concret pour vous. On partirait de quel âge? Pour la GEMI, c'est une université, ça veut dire que ça sera après le bac. Ok. Ça sera après le bac. D'accord. Donc, juste pour emboîter par rapport à ce que tu dis, quand on parlait en fait, comment, un exemple d'une façon que ça peut être implémenté pour le système africain, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle prenezlesfeuilles.com, qui est un site, une application aussi, où toutes les matières de tous les niveaux, du CE1 en terminale, sont sur le site. Les matières, les cours, les exercices, vraiment c'est pratique.
Donc, si je suis au CE1, je suis mes cours en ligne, mais on n'a pas un certificat à la fin pour... voilà, on a juste accès aux informations, on suit des quiz, ça nous donne un pourcentage du niveau qu'on a, mais il n'y a pas une école qui reconnaît en fait ce qu'on a suivi. Donc ça aussi, c'est un autre moyen pour justement implémenter l'éthique. Deuxième chose aussi, pendant que vous avez parlé d'intelligence artificielle et vous avez parlé des zones rurales. On sait très bien qu'en zone rurale, ce sont la langue maternelle qui est le plus utilisée. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des façons de traduire ce que l'on apprend en français en langue rurale. Et ça, les TIC aussi viennent apporter un peu ce plus-là pour nos systèmes éducatifs africains, parce que des fois on peut se dire que nos jeunes enfants ne comprennent pas. Parfois c'est juste une question de langue, la langue qui pose obstacle en fait. Je pense que si on traduisait nos contenus aussi éducatifs en nos langues locales aussi, ça donne un peu une meilleure ouverture aussi aux enfants qui peuvent avoir accès à la connaissance. Donc tout ça aussi, l'intelligence artificielle, l'éthique aussi viennent apporter en fait ce plus pour les systèmes africains. Donc là, ça reste vraiment du coup de la notion matérielle qui reste dans ces cas pour les zones rurales un principal défi. Parce que même en ville, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas forcément un smartphone, qui n'ont pas forcément un ordinateur, une tablette. Et je pense que c'est vraiment le principal frein que vous allez devoir rencontrer en fait. C'est l'un des principaux défis, la connectivité effectivement et l'accès aux appareils, comme on dit, smartphone ou ordinateur portable. C'est un défi. Après, il y a des mécanismes et des approches qui peuvent être pensés, conçus. Pour prendre un exemple, par exemple, il y a vous voyez, il y a ce qu'on appelle des espèces de pôles métiers, enfin pas des pôles métiers, mais en fait des pôles thématiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des mécanismes dans ce sens où les enfants ont accès, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, même avec du bas débit, même avec des téléphones pas très intelligents, d'accéder au minimum. On peut faire de la traduction, on peut trouver avec les opérateurs comment arriver à rabattre des coûts sur certains axes, comme par exemple l'accès au téléphone ou bien aux appareils pour précisément ou l'éducation de base ou l'éducation secondaire ou l'université. Mais après ça, c'est les partenaires qui décident. Moi, j'avais juste une petite question. En vue de ce qui se passe actuellement dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui se passe en Suède, qui a regretté le fait d'avoir mis en place les tablettes éducatives dès le CE2. Et ils se sont rendus compte, après quasiment utilisation, que le niveau de concentration et aussi les aptitudes de langage des enfants dégringolaient, dégraissaient carrément, parce qu'ils étaient tout le temps en contact avec les écrans. Donc, bonne chose à faire, mauvaise chose à faire, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Bon, dans ce genre de situation, tout est question de mesure. Il faut qu'on arrive à mesurer le pour et les contre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va intégrer des enjeux d'éthique. Avec les neurobiologistes et spécialistes, on peut déterminer l'âge à partir de l'âge d'exposition de l'enfant aux écrans. Parce qu'il faut que ce soit progressif. Non, c'est pas avant 2 ans. Je crois, oui. Il y a ce paramètre. Le deuxième paramètre, c'est de se fixer des objectifs en termes d'interaction, ce qu'on appelle dans le jargon l'interaction en machine. On peut injecter progressivement le numérique dans l'école primaire, mais en adaptant l'interface que nous mettons à disposition des enfants. Il y a aujourd'hui des exemples en termes d'approche ludique pour progressivement initier les enfants. Il y a un objectif pédagogique derrière qui est qu'on a constaté aujourd'hui au Congo, c'est-à-dire que pour prendre l'exemple de l'outil de l'ordinateur, quasiment dans la plupart des cas, on interagit avec l'ordinateur, soit pile en terminale ou à l'université. Ce qui pose une contrainte majeure sur les universités qui veulent se lancer dans les technologies, parce qu'il faudrait nécessairement intégrer ce facteur-là. Donc l'objectif pédagogique, c'est de ramener l'interaction avec l'ordinateur un peu plus en amont. On peut fixer à quel moment, en 6e ou en primaire, mais tout dépend des objectifs qu'on va se fixer. Et puis penser des interfaces de sorte qu'on limite les interactions. Il ne faudrait pas que l'éducation de l'enfant se fasse par le seul prisme du numérique, des écrans. Donc ce sont des approches convergentes que l'on pense et que l'on adapte en fonction des publics cibles. Donc s'il y a ces cas-là, ça veut dire soit on n'a pas pensé à intégrer ces spécificités-là, ou c'est la société qui est comme ça, qui a évolué ainsi.
Mais c'est des approches qu'on intègre en tenant compte de nos réalités sociologiques, de nos réalités culturelles, et puis du risque et du bénéfice, dans tous les cas, que l'on a tiré d'implémenter au niveau, par exemple, du préscolaire ou même du primaire. S'il faut que je donne mon avis, je partirais vraiment au collège, quoi, parce qu'avant ça, je vois pour moi, c'est trop précoce. C'est trop précoce et c'est vrai qu'on voit l'enfant complètement absorbé par les écrans, même à la maison, nous on voit avec les enfants un peu plus jeunes, tu le poses devant un écran, il est absorbé, tu peux l'appeler, il n'écoute même pas, il est dans l'écran, quoi. Vous savez, il est parti, il est dans son imaginaire, il s'est créé un monde, il est dans une bulle, et c'est vrai que ça coupe un peu l'interaction humaine, et c'est vraiment un inconvénient, parce que les enfants, le temps qu'ils se déconnectent, ça prend beaucoup plus longtemps que nous, par exemple. Quand, si jamais Elvie est concentrée sur un écran et que je l'appelle Elvie, je parle un peu plus fort, elle va se déconnecter à l'instant. Mais un enfant, le temps qu'il se déconnecte, il va avoir, même en me regardant, il sera encore dans sa bulle. Donc le temps de sortir de sa bulle, ça fait que vraiment, il y a quand même beaucoup d'inconvénients dessus. Ça ne m'étonne même pas que finalement ils reviennent sur cette décision. C'est une décision, oui. Parce qu'ils l'ont justement mis en place beaucoup trop tôt. Et voilà, je suis même pas surprise aussi de voir que quand on voit partant sur les réseaux sociaux et qu'on lit que les créateurs de tablettes ou de telle application, eux ne veulent pas que leurs enfants soient en contact avec leurs produits, parce qu'ils savent très bien aussi l'inconvénient que ça pourrait avoir. Mais on n'a pas le choix. Le monde évoluant, on n'a pas le choix. Et là, c'est le niveau universitaire, donc on est beaucoup plus grand. Et on est censé être éduqué. Je pense aussi que ça sera aussi le rôle de l'école, de pouvoir éduquer justement l'élève sur son contact avec les écrans, parce que il y a plein d'inconvénients par derrière. Même le port des lunettes, l'impact sur la vision. Du point de vue sanitaire, il y a un changement d'inconvénients. Ça, c'est clair que la technologie c'est bien, mais ça c'est des inconvénients, quoi. C'est ce qui est déjà implémenté par exemple dans certaines régions avec TikTok. On limite la durée d'exposition automatiquement. C'est-à-dire après un certain délai, on arrête. Ou même vous pouvez avoir des applications personnalisées où il y a le contrôle parental. Vous, par exemple, le parent, vous avez une plateforme, l'enfant se connecte. Vous pouvez dire par exemple, je laisse accès à l'enfant pendant 2 heures. Même si vous n'êtes pas là au bout de 2 heures, il est out. Il se bloque. Il ne pourra plus rien faire. Donc c'est d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, à des écoles, j'ai déjà vu, j'ai eu un neveu qui avait une tablette scolaire, donc qui avait été donnée par l'école justement parce qu'il fallait les éduquer aussi sur le contact avec les chics. Et au bout de, je pense que c'est tous les jours à 20h, la tablette était hors service. Donc ça l'énervait. Il ne pouvait rien faire. Mais il n'avait pas le choix. Et la maman avait fait le choix de retirer le téléphone portable, d'arrêter la télévision pendant les jours d'école. Et tout. Donc le seul contact qu'il avait, c'était la tablette qui à une certaine heure s'arrêtait. D'accord. Donc pour revenir un peu sur la question de l'implémentation de ces technologies dans l'éducation, il y a certaines approches peut-être qu'il faudrait adopter. Il faudrait commencer peut-être sur la sensibilisation, surtout dans les zones rurales. Il faudrait sensibiliser les gens sur ce qui est l'éthique. Parce qu'il faudrait que les gens maîtrisent ce qu'est les TIC, c'est quoi leur utilisation. Parce que ce sont les nouvelles technologies. Il faudrait savoir surtout les utiliser dans le cadre éducatif. Il ne faudrait pas laisser seulement à la portée des enfants. Ce ne sont pas des solutions qui vont remplacer les enseignants autres. Ça nous permet juste d'avoir l'accès à l'information, même si on est hors des établissements scolaires. Mais c'est surtout l'usage qui compte. Il faudrait savoir comment orienter les enfants quand l'enfant a une tablette ou un ordinateur. Il faudrait savoir que quand tu as cet ordinateur, c'est un outil de travail. Ce n'est pas quelque chose peut-être pour la distraction, mais orienter l'enfant que ça c'est important, ça c'est important. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils ont constaté en Suède, c'est vraiment difficile d'évaluer l'apport des TIC dans l'éducation des enfants. Il peut arriver ce genre de cas, ça régresse le niveau intellectuel des enfants. Pour certains enfants qui les utilisent convenablement, on regarde qu'il y a des progrès également pour ces enfants-là. Donc il faudrait seulement savoir comment les utiliser et peut-être mettre en place ou bien des gens qui ont déjà des compétences là-dessus pour orienter ces enfants. Et aujourd'hui, par exemple, dans plusieurs pays, je crois dans notre pays, il y a aujourd'hui, l'initiative de mettre dans les établissements scolaires des salles informatiques. C'est déjà pour que les enfants s'habituent à ce genre d'outils. Mais ce qui compte, c'est l'utilisation. Vous mettez les ordinateurs, mais il faudrait que les enfants sachent comment les utiliser. Pour quelle fin, pour quel but. Exactement. Et donc c'est ça qui est vraiment important. Et je vais revenir sur la biotechnologie. Et en quoi ça concerne en fait, quel est en fait son apport par rapport aux enfants en fait?
concrètement parlant? Bon, aujourd'hui, la biotechnologie, elle est un peu très vaste. Elle est très vaste. Quand on parle de biotechnologie, il y a plusieurs disciplines à l'intérieur, plusieurs domaines à l'intérieur. Aujourd'hui, on parle de biotechnologie médicale, biotechnologie industrielle, biotechnologie microbienne. Par exemple, dans la biotechnologie médicale, par exemple, nous avons aujourd'hui la conception des vaccins. Tout ça, c'est de la biotechnologie. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles thérapies, par exemple pour la chimiothérapie, le traitement des cancers et autres. Tout ça, c'est la biotechnologie. On va enlever directement les cellules tumorales au niveau, par exemple, du cerveau. On ne va pas le faire peut-être avec d'autres techniques, mais on va appliquer les principes de la biotechnologie. Aujourd'hui, par exemple, avec disons le cosmétique, le domaine cosmétique, tout ce que nous avons comme produits de beauté, tout ça, ce sont des applications de biotechnologie aujourd'hui qu'on utilise. Donc la biotechnologie est un peu plus vaste. Mais par exemple pour la GEMI, je crois qu'en licence, pour les étudiants qui seront en licence, ils auront la chance de se spécialiser dans 3 domaines. Ils feront de la biotechnologie médicale, donc la conception des vaccins peut-être, la mise en place de nouvelles thérapies. Ils feront aussi de la biotechnologie industrielle. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des problèmes aussi de pollution. Ça, il faudra le savoir. Aujourd'hui, des solutions pour dépolluer, on fait recours à des processus biologiques. On peut utiliser les micro-organismes, les bactéries, pour consommer, par exemple, les déchets pétroliers. Donc ça, c'est important. La GEMI aussi est en train de travailler là-dessus. La Fondation Giovanni et Mamie, en collaboration avec des sociétés pétrolières, pour voir comment est-ce qu'on pourrait valoriser leurs déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des problèmes qui menacent notre environnement. Des problèmes et par exemple aussi les déchets, comment dirais-je, les déchets peut-être des poissons et autres. Aujourd'hui, ça fait des gènes environnementaux. Et or, avec la biotechnologie, on pourrait toutefois dépolluer, on peut utiliser les déchets là autrement. On peut fabriquer les biofertilisants, au lieu d'utiliser des engrais chimiques. On peut utiliser ces déchets-là, concevoir des biofertilisants pour une agriculture durable. Donc la biotechnologie, elle est un peu aujourd'hui très bénéfique. Ce sont des technologies aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Il faudrait peut-être aussi, dans le système éducatif, savoir comment orienter les enfants dans ces domaines. Alors, du coup, il y a une question. Vous avez vous-même été formé où? Bon, moi, je suis formé à l'université Maringouabi seulement. D'accord, donc en fait, ça veut dire que localement, au Congo, pour les parents qui nous regardent, on peut former nos enfants à toutes ces nouvelles technologies-là. Voilà. Pas besoin d'aller à l'étranger, quoi. Oui, non, c'est ça. Exactement. Et je pense que la demande aussi augmente. Donc, c'est important que du coup, que l'offre soit de plus en plus connue. Parce que le problème, c'est ça, comme on a remarqué aussi depuis qu'on fait nos émissions, c'est aussi que la demande est là, mais sauf que l'offre n'est pas suffisamment visible pour que les parents sachent, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas faire partie de leurs enfants à l'étranger, ou il y en a peut-être qui ont les moyens, mais qui préféreraient que les enfants soient formés localement, savoir que localement, effectivement, l'accès à la formation existe. D'accord. Et si vous avez un conseil, je m'adresse à tous les deux, à donner aux parents par rapport aux technologies, ça sera lesquels? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le hic, c'est que certains parents, voilà, comme je disais tantôt, ont une réticence par rapport aux technologies. Ils pensent que les technologies se limitent aux réseaux sociaux. Ah, non, moi je veux pas, non, ça gaspille les enfants. Mais concrètement, c'est toujours important de pouvoir rappeler les bien fondés, sans pourtant vendre du rêve, mais aussi pour que les parents soient avisés par rapport aux technologies. On entend parler partout, mais ils ont l'impression qu'ils vivent pas sur la même planète, quoi. Vous voyez un peu. Le premier conseil, ce sera déjà de constater que je vais recommander aux gens de chercher l'information. Je pense que ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a un déficit en termes d'information. Quand je dis l'information, même pour les métiers. Au niveau du bac, de la terminale, les gens ont des aspirations, des rêves de métier. Je vais être médecin, je vais être ingénieur, je vais être ceci. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on comprenne en quoi ça consiste, plus ou moins qu'est-ce que je serai en termes de débouchés. Donc les parents, ou même eux-mêmes les concernés, les bacheliers, il faut qu'ils fassent l'effort de rechercher l'information pour comprendre ou mieux appréhender tous les aspects de ce qu'ils rêvent de faire. Et ils comprendront une fois qu'on a dit ça qu'il y a des évolutions. C'est-à-dire que ces métiers-là ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 3 ans, voire 5 ans. Ils sont, on va dire, entre guillemets, dopés de technologie. Que je fasse médecine, que je fasse pharmacie, qu'importe le domaine, ils sont vraiment dopés de technologie.
Donc, c'est pour répondre à votre question, la technologie ne se limite plus qu'aux réseaux sociaux qu'on voit. Et je pense qu'il y a même quelque part un effet aveuglant, c'est qu'on est tellement focus dans les réseaux sociaux qu'on limite les technologies au seul prisme des réseaux sociaux. Alors que dans ces différents métiers, c'est vraiment imbibé de technologies, de nouvelles approches, de bioingénierie, de télémédecine. Il y a énormément d'approches qui intègrent la technologie, qui obligent effectivement à se remettre en question, à mettre à jour ses conséquences, que l'on soit enfant ou même professionnel. Donc vraiment, c'est d'aller à la recherche de l'information. Le bénéfice, c'est que l'information, elle est aujourd'hui accessible à tout le monde. Il nous suffit d'avoir une connexion Internet, de taper le nom du métier et de voir ce qu'il advient de ce métier aujourd'hui et quelles sont les compétences qu'on approche. C'est pourquoi, ayant fait ce constat, nous avons identifié ces deux principaux domaines-là, qui sont aujourd'hui en termes de tendance, les biotechnologies d'une part et l'intelligence artificielle, qui en tout cas montrent déjà leur impact déjà constaté au niveau de ces différents métiers-là et la façon dont on estime qu'elles vont modifier carrément la configuration de nos interactions, y compris dans le cadre professionnel que dans un cadre personnel. Donc ça va être important de se mettre à jour et de prendre le train en marche pour ne pas encore rater, comme on a fait déjà avec les précédentes révolutions. Le premier enjeu, ça va être les données personnelles. Ça va être la priorité des priorités. Parce qu'il faut savoir que nous avons tous aujourd'hui ce qu'on appelle une identité numérique. De la même façon que nous avons une carte d'identité physique, nous avons la même identité numérique. L'adresse mail, le mot de passe et tout le reste. Ça veut dire que ces systèmes nous permettent de nous tracer. Bien sûr, suivant des accès limités. Ok. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de garantir la sécurité de ces données, d'abord personnelles, les informations personnelles. Nous avons les législations qui se mettent en œuvre aujourd'hui pour réglementer toutes les plateformes. Si je suis aujourd'hui développeur ou concepteur d'une plateforme et que je vous télécharge mon application, j'ai le devoir de transparence de vous dire ce que je ferai des données que je vais récolter chez vous, à qui plus ou moins je vais les vendre ou je vais autoriser l'accès. Et que je vous garantisse que les informations que vous allez mettre sur ma plateforme, vos noms, vos informations, ne seront pas volées par des tierces. Ça, c'est le devoir que la législation fait peser sur moi. Et vous avez remarqué aujourd'hui, quand on va sur les sites internet, il faut maintenant faire ce qu'on appelle le test de validation, si c'est un robot ou pas, les cookies, des trucs comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ces sites sont régis par cette réglementation qui les oblige à nous dire, à vous dire ce qu'ils collectent sur vous. Oui, mais est-ce que ça s'applique chez nous? La loi n'est pas encore promulguée, mais je pense que c'est à l'échelle de l'Union africaine que c'est réfléchi. Oui, d'accord. À l'échelle de l'Union africaine, où on essaie de mettre en place effectivement l'équivalent de ce que les Européens appellent le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données. D'accord. Pour faire simple, vous l'avez peut-être déjà entendu, le WhatsApp qu'on utilise en Europe n'est pas le même WhatsApp que nous utilisons au Congo. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est pas le même WhatsApp, parce que ils sont soumis à une réglementation qui dit ce qu'il faut faire avec les données. Bon, puisque le cadre n'est pas encore très structuré en Afrique, c'est pas le même algorithme. C'est pareil avec TikTok. TikTok aussi. D'accord. Donc ça fait que voilà, ça fait que en fonction des zones géographiques, les algorithmes ou les plateformes ne sont pas techniques fondamentalement les mêmes. Est-ce qu'on est plus vulnérable en Afrique du coup qu'en Occident? Dans une certaine façon. Ces applications-là, c'est important de le savoir. Oui, c'est important de le savoir. D'une certaine façon, on peut dire que oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on prenne conscience de ça. Tout va dépendre de comment nous on interagit, qu'est-ce qu'on décide d'exposer ou de surexposer de notre vie. Voilà. Et là, c'est très bien que vous en parlez parce que ici, on est dans une émission qui parle d'éducation et de parentalité. Oui. Moi, je voudrais faire vraiment appel aux parents qui surexposent les enfants, surtout mineurs, sur les réseaux sociaux, mettre les photos des enfants. Bon, on fait ce qu'on veut sur Internet, mais il faut savoir que les données que nous mettons sur Internet, dès que c'est mis, on n'a plus le contrôle totalement, surtout dans un cadre africain. Donc, surexposer l'enfant dans sa chambre, l'enfant... Non, moi vraiment, je trouve qu'il faudrait protéger les enfants. Il faudrait protéger, surtout quand on ne sait pas tout ce qui se passe autour. Donc, vraiment, il faudrait penser à protéger les données de nos enfants. Les noms, les prénoms... Tout Internet, c'est déjà que ton enfant s'appelle Mamadou. Mamadou a 7 ans. Mamadou va à l'école GNI. Tout le monde sait déjà, mais non. Il faudrait protéger nos enfants. Et là, je pense même aussi aux enfants, justement, parce que normalement, les 12 ans, tu as des enfants qui ont un smartphone, qui ont leur compte Instagram, peut-être le papa leur WhatsApp, leur TikTok, tout. Et pas du tout sous contrôle parental. Et qui peuvent mettre tout et n'importe quoi aussi là-dessus.
t'imagines le degré de vulnérabilité qu'il y a que le parent ne peut pas maîtriser parce que Internet, on n'a pas le contrôle, quoi. Exactement. Ouais. Donc peut-être pour revenir sur le conseil à donner aux parents, il faudrait peut-être dire aux parents de faire confiance aux offres locales également. Ça peut être dans d'autres domaines, tels que aussi on peut avoir des transformations agroalimentaires. Mais nos parents, est-ce qu'ils aiment consommer ce qui est local? Bon, je ne pense pas. Il faudrait que les parents fassent également confiance à nos produits locaux, à nos offres locales. Aujourd'hui, il y a la GMI qui ouvre ses portes. On parle de la biotechnologie. Les parents disent quoi? La biotechnologie, mon enfant va aller travailler où? C'est ça les questions. Donc, il faudrait aussi s'informer. Oui, on parle de biotechnologie. Tu nous dis que mon enfant, s'il part là-bas, après, il va aller travailler où? Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas l'information. Il faudrait chercher l'information et se renseigner quels sont peut-être les débouchés des biotechnologies. Aujourd'hui, quand tu travailles quand tu as fini avec ton master ou bien une licence en biotechnologie, tu vas aller travailler dans le secteur d'agriculture, faire de l'agriculture moderne. Tu peux mettre en place tes propres variétés végétales. Aujourd'hui, nous partons dans les parcs naturels, par exemple, ou les casinos. Nous remarquons qu'il y a des fruits qui attirent. Mais ces fruits-là ne sont pas produits naturellement, ce sont des produits qui sont génétiquement modifiés. Et tout ça, on le fait à partir de la biotechnologie. Donc, il ne faudrait pas se dire que mon enfant, après, il va aller travailler où? Ton enfant peut aller travailler, par exemple, dans la police scientifique. On regardait ça seulement à travers les télévisions et autres. Mais c'est réel, ce genre de choses. Effectivement. Les séries NCIS. Donc, c'est réel. Ton enfant fait de la biotechnologie, il saura ce quoi l'ADN, il saura comment isoler l'ADN, il peut faire ce genre d'expérience, il peut travailler. Aujourd'hui, il y a aussi les transformations agroalimentaires. Même si au Congo, nous n'avons pas encore trop d'industrie agroalimentaire, mais ce sont les domaines où la biotechnologie peut beaucoup servir. Donc, il ne faudrait pas se dire que mon enfant, après, il va aller travailler où? Il faudrait d'abord s'informer, vous rapprocher auprès des offres. On va vous détailler c'est quoi, qu'est-ce que nous proposons en réalité. Donc, par exemple, pour les exemples de biotechnologie, ce que nous avons déjà réalisé chez nous au laboratoire, on a eu à concevoir un plastique biodégradable parce que nous travaillons un peu dans un cadre éco-responsable où le plastique là, le plastique qui est produit par exemple à partir des déchets pétroliers, si vous l'enfouissez sous le sol, c'est pas dégradable. Mais ce que nous avons conçu au laboratoire, après 2 semaines, on a remarqué que les insectes dégrader ce plastique-là. Et donc, c'est aussi des choses qu'on peut faire, je crois, avec mon collègue. Ça a été fait à partir des déchets de manioc, écorce et puis tubercules. Donc, en fait, c'est pour rejoindre... Il y a une demande directe, mais il y a une approche de valoriser après on va dire valoriser les déchets, mais valoriser en tout cas le contenu local, valoriser les ressources locales, pour être plus concret. Donc, par exemple, pour prendre des exemples, il y a cet aspect-là de bioplastique. Et il y a aussi, dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure de l'assistance personnalisée aux enfants. Vous avez peut-être déjà entendu parler de chatbot ou d'assistants de messagerie. Effectivement, c'est un domaine en plein essor qui est très, très exploité pour les enfants. On met en place des chatbots pour assister ou accompagner l'enfant dans son école. Ça fait, si vous voulez, comme une espèce d'ami, mais tuteur pour l'enfant, en plus, pour permettre à l'enfant, puisqu'il interagit beaucoup avec ces interfaces-là, mais c'est d'exploiter, d'optimiser au mieux le temps qu'il passe là-dessus. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, le paradigme aujourd'hui, c'est l'apprentissage qui est le maître mot. Ne jamais cesser d'apprendre. Donc, si on peut déjà, dès le bas âge, donner l'envie à l'enfant d'apprendre, en lui présentant les contenus, en lui faisant de la recherche, de lui permettant de faire une recherche d'informations beaucoup plus ciblée pour trouver des ressources pédagogiques. Parce que je crois savoir que le livre-programme au primaire, c'est de l'édition Horizon d'Afrique, mais il y a bien d'autres magazines, il y a bien d'autres ouvrages qui, pour au moins permettre l'ouverture spirituelle de l'esprit de l'enfant vers des contenus qui sont adaptés à son âge et qui le permettent d'apprendre. Donc, dans le cas des chatbots, on va permettre à l'enfant de rechercher cette information-là, de lui proposer quelque chose qui soit adapté à son contenu. Et nous, par exemple, dans le cas de l'université, nous avions organisé en 2021 ce qu'on appelait la semaine de l'IA. Et dans le cadre de cette semaine-là, c'était pendant une semaine là, nous avons travaillé avec 15 jeunes que nous avons rapidement préparés et formés. Et le résultat, c'était de produire un assistant virtuel, un chatbot. Celui-là, il avait la particularité d'être orienté vers le domaine de la médecine.
notamment celui de la drépanocytose avec l'hôpital ACC. Donc, son objectif, c'était de renseigner les gens, tout le monde, sur tout ce qui est lié à la drépanocytose. C'est quoi la maladie, les symptômes. Bon, après, nous avons limité, par exemple, c'est là où je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, c'est nous qui décidons de l'éthique. Sur les questions thérapeutiques, par exemple, on n'autorise pas à un robot de prescrire, par exemple. Parce qu'en cas de qui assume la responsabilité pénale. Exactement. C'est pour ça, quelque part, on dit, si il y a des conséquences, s'il y a des conséquences négatives, ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est la faute qui a conçu. L'algorithme en soi n'est pas discriminant, n'est pas mauvais, c'est comme le couteau. C'est ce que nous en faisons. Donc si le concepteur ou nous qui décidons de concevoir l'outil, nous mettons des ingrédients, sachant qu'il peut y avoir ces dérives-là, c'est à nous de décider en toute conscience ce que nous décidons qu'ils sont en capacité de faire. Donc tout revient à l'homme de décider en termes d'éthique, de moralité, de société, qu'est-ce qu'il est bien de faire. C'est pour ça que vous comparez par exemple qu'en Chine, TikTok n'a pas les mêmes fins qu'ailleurs. Plus en avant voilà. le contenu éducatif que le voilà. Pourtant, c'est un produit chinois. Voilà. Détruisez le monde, gardez les lignes. Voilà. Et justement, donc, j'aimerais savoir, vous parlez, là en vous entendant parler tout à l'heure, je me suis demandé si ça existait une application qui permettait aux parents de pouvoir en fait tester les enfants pour savoir quelle orientation scolaire ils auraient. Savoir si mon enfant est plus artistique ou s'il est plus, il est plus destiné à des métiers technologiques, scientifiques, où il a plus un profil par exemple où lui il sera médecin, lui il a plus un profil où il sera je sais pas, avocat. Est-ce qu'il y a des applications qui existent Il y a des approches, c'est ce qu'on va appeler en intelligence artificielle l'analyse du comportement. On le fait déjà dans le business, dans le commerce. C'est-à-dire qu'avec certains outils, pour ne pas vendre, par exemple, Amazon peut définir votre comportement d'achat. Exactement. Vous avez l'habitude d'acheter quoi? Et si on pousse un peu le bouchon loin, vous avez l'habitude de fréquenter quel genre de magasin pour vous proposer typiquement ce qu'il vous faut. On peut appliquer les mêmes approches pour analyser le comportement de l'enfant sur ces plateformes-là. Si on dit que on lui laisse 2 heures d'ouverture dans la journée pendant 5 jours pour observer qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. On recorde ces informations pour essayer d'établir des modèles qui vont dire cet enfant a tendance à être porté vers des activités créatives. Par exemple, il aime dessiner, il aime ceci. Ça permet effectivement de pouvoir, sur une période de temps, de prédire par exemple les orientations, de proposer plusieurs orientations possibles à l'enfant avec vous les parents qui validez. Donc c'est là en fait une orientation intéressante justement pour l'éducation, pour le système éducatif de l'enfant. Voilà. C'est un peu comme les tests de personnalité. Justement. Exactement. Voilà. On en est arrivé à... Déjà. Exactement. Les bonnes choses ne durent jamais. Et si vous êtes à Pont-au-Noir ou à Brazzaville, allez les rencontrer. Et puis parce que je trouve vraiment une initiative très intéressante. Et on est dans une ère où on ne peut plus faire marche arrière, on n'a pas le choix. Là, c'est vraiment, on ne peut plus faire sans les TIC et les NTIC. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi notre émission Côté IA. On vous dit à très bientôt. D'ici là, rendez-vous sur tous nos supports, donc Facebook, Instagram et maintenant TikTok aussi. Nous aussi. Toutes ces applications-là, chinoises et congolaises à la fois. On se dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.